Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Paul Autisme. Nous allons aborder un sujet vraiment essentiel et, je crois, encore trop méconnu. Oui, tout à fait. On va parler des particularités du TDAH chez les filles et les femmes. Exactement. Pendant très longtemps, quand on pensait TDAH, on imaginait le petit garçon hyperactif, impulsif. L'image d'Épinal, oui. C'est ça. Mais qu'en est-il pour les filles? Pourquoi le diagnostic arrive si souvent plus tard? Et avec quelles conséquences? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur plusieurs études scientifiques très récentes qui justement explorent toutes ces questions. L'objectif, c'est de donner des clés, des repères aux familles et aux professionnels pour mieux reconnaître et accompagner les filles et les femmes concernées. C'est un point de départ absolument essentiel, parce qu'avant même de parler des symptômes, il faut vraiment prendre la mesure d'un problème de fond. Lequel? Le TDAH chez les filles est massivement sous-diagnostiqué. On passe à côté, tout simplement. On a donc cette image, ce cliché du TDAH comme une affaire de garçons. Est-ce que les chiffres le confirment? Oh que oui, et ce n'est pas qu'un cliché, c'est un biais de diagnostic massif. On a une étude très récente, celle de Martin et ses collaborateurs, qui est sortie en 2024. D'accord. Ils ont analysé les données de santé de tout un pays, le pays de Galles, et le résultat est vertigineux. C'est-à-dire? On diagnostique près de 4 garçons pour une seule fille. Pardon? 4 pour 1? 4 pour 1. Et c'est un écart colossal, ça voudrait dire que pour chaque fille qu'on identifie... Et il y en a potentiellement 3 autres qui passent complètement sous le radar. Comment est-ce possible? Comment a-t-on pu passer à côté de tant de personnes pendant toutes ces années? C'est la question centrale. L'étude montre même que l'écart est pire dans l'enfance. Là, on atteint presque 5 garçons pour une fille. C'est fou. Ce qui est fascinant, par contre, c'est que ce ratio se réduit à l'âge adulte. Il passe à environ 2 hommes pour une femme. Ah, donc il y a un rattrapage. Exactement, un phénomène de rattrapage. Des femmes sont finalement diagnostiquées à 20, 30, parfois 40 ans, après des décennies de difficultés. Et on le voit sur l'âge moyen du diagnostic, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est presque 11 ans pour les garçons, mais ça monte à plus de 12 ans et demi pour les filles. Presque 2 ans d'écart. À un âge clé du développement. Alors pourquoi cette invisibilité? La réponse, en grande partie, se trouve dans ce que les chercheurs appellent le prototype masculin du TDAH. Le prototype masculin. Oui, des travaux importants comme ceux de Williams ou de Carucci montrent que les critères de diagnostic qu'on utilise tous les jours, ceux du fameux DSM, Le manuel de référence en psychiatrie. voilà, eh bien ces critères ont été développés et validés sur des groupes d'enfants composés en majorité Donc, des garçons. si je comprends bien, on a créé une sorte de photorobot du TDAH à partir du comportement des garçons. C'est exactement ça. Et ensuite, on a essayé de faire correspondre tout le monde à cette image. Une image qui est souvent celle de l'agitation, du comportement qui dérange, Parfaitement. Le modèle est centré sur des symptômes qu'on dit externalisés, c'est-à-dire, l'hyperactivité physique, l'impulsivité, le fait de couper la parole, de ne pas tenir en place. Or ça, c'est statistiquement plus fréquent chez les garçons. la conséquence est logique. Et les directs. Les présentations du TDAH, plus discrètes, plus internalisées, qui sont beaucoup plus courantes chez les filles, elles ne collent pas à la photo robot. Et donc, elles sont moins reconnues par les parents, les profs et même les médecins. On ne trouve que ce que l'on cherche. Alors justement, entrons dans le détail. Si ce n'est pas le petit garçon qui court partout, ça ressemble à quoi, concrètement, le TDAH chez une petite fille? Il y a une grande revue de la littérature menée par Williams en 2025, qui est très éclairante là-dessus. Chez les enfants, les symptômes qui ressortent le plus chez les filles, c'est l'inattention. L'inattention. Oui, concrètement, c'est la petite fille qui ne parvient pas à soutenir son attention, qui est souvent facilement distraite. C'est l'enfant dans la lune. Celle qui regarde par la fenêtre, qui semble rêveuse. Voilà, perdue dans ses pensées. Elle fait un effort immense, mais un effort invisible, pour essayer de rester concentrée. Et c'est un point absolument crucial. Le garçon qui bouge et interrompt le cours, il dérange la classe. Il est donc signalé. Immédiatement, La petite fille qui rêve au fond de la classe, elle, ne dérange personne. personne. Sa lutte est silencieuse, intérieure. Du coup, on ne la voit pas. On l'interprète comment alors? Souvent, c'est interprété à tort comme un manque de motivation, de la paresse, ou juste un caractère un peu lunaire. Et cette même étude, elle dit quoi pour les garçons? Elle confirme le cliché en quelque sorte. Les symptômes les plus fréquents sont remuer les mains ou les pieds, avoir du mal à rester assis, courir partout, être bruyant, interrompre les autres. D'accord? Des comportements qui créent une perturbation visible pour tout le monde. Exactement. Et à l'âge adulte, est-ce que cette différence de présentation perdure?
Oui, absolument. L'étude de Williams montre que les femmes adultes rapportent plus de difficultés à s'organiser dans les tâches, le fait d'être facilement distraites, mais aussi une tendance à parler excessivement et à se perdre dans ses pensées. Ce fameux mind wandering, Cette errance mentale. c'est ça. Un esprit qui ne s'arrête jamais. Ce qui nous amène à une distinction vraiment fondamentale en psychiatrie, celle entre les troubles internalisés et externalisés. C'est la clé de tout. Des études comme celle de Cortez, par exemple, sont très claires. Que disent-elles? Les filles et les femmes avec un TDAH ont des taux beaucoup plus élevés de troubles anxieux et de troubles de l'humeur. La dépression, par exemple. Ce sont des troubles internalisés. Voilà, la souffrance est tournée vers l'intérieur. À l'inverse, chez les garçons et les hommes, on observe plus de troubles externalisés. Comme les troubles du comportement. Les troubles oppositionnels, l'usage de substances, c'est une différence fondamentale. Une crise d'angoisse est moins visible qu'un comportement d'opposition. Et j'imagine que ça a des conséquences dramatiques. Si on ne voit que l'anxiété, on risque de ne traiter que ça et de passer à côté du vrai problème. C'est exactement le risque, et il est immense. L'étude de Martin, celle de 2024, met un nom là-dessus. Le masquage diagnostique. Le masquage diagnostique. Oui. Les données montrent que les filles reçoivent très souvent un diagnostic d'anxiété ou de dépression des années avant que le TDAH ne soit identifié. Donc le traitement se concentre sur l'anxiété. Qui est bien réel, attention, hein, mais on ne voit pas le trouble sous-jacent qui en est peut-être la cause principale. C'est l'image de l'iceberg. C'est ça. On traite la fumée, mais on ne voit pas le feu. Et pendant ce temps, le TDAH non diagnostiqué continue de faire des dégâts. Quel est l'impact de ce retard? Il est profond et il est douloureux. Des synthèses comme celle de Krebs et d'Onolène Fernandez décrivent un parcours semé d'embûches. C'est-à-dire, Des difficultés sociales, une faible estime de soi qui s'érode année après année, et le développement de stratégies d'adaptation qui peuvent être dangereuses. comme L'automédication, les troubles du comportement alimentaire, c'est une tentative désespérée de gérer un chaos interne qu'on ne comprend pas. c'est terrible. Une souffrance qui a une cause neurodéveloppementale est gérée en silence, parfois pendant des décennies, d'une manière qui ne fait qu'ajouter de la souffrance. C'est un véritable cercle vicieux. Une autre étude, celle de Wallin, est particulièrement parlante. Pourquoi? Parce qu'elle a interrogé des professionnels de santé. Et ils décrivent des jeunes femmes qui luttent en permanence pour essayer de correspondre aux attentes sociales, pour être normales. Ça doit être épuisant. C'est un épuisement constant. Et l'impulsivité, qui est aussi présente, peut mener à des comportements à risque, à des relations amoureuses complexes. Et par-dessus tout ça, Souvent, de chercher de l'aide. C'est la double peine. jusqu'ici, on a parlé de psychologie, de biais de perception, mais les sources que nous avons pointent aussi vers une dimension purement biologique, propre aux femmes. Oui, Je veux parler de l'influence des hormones. absolument. Et c'est une pièce du puzzle qui change complètement la perspective. Le TDAH n'est pas une condition stable pour les femmes, il peut fluctuer. Radicalement même. Oui, radicalement. Il y a une étude pionnière de Ossian Lees et ses collaborateurs, à paraître en 2026, qui explore ça systématiquement. Et que nous apprend-elle? Elle vient confirmer scientifiquement ce que des milliers de femmes rapportent de manière anecdotique depuis toujours. C'est-à-dire, Près de 90% des femmes interrogées dans cette étude rapportent une modification claire de leurs symptômes de TDAH au cours de leur cycle menstruel. 90%? Oui, la grande majorité décrit une nette aggravation durant la phase lutéale. La période juste avant les règles. C'est ça, la semaine ou les 2 semaines avant. Elle rapporte plus de difficultés d'attention et une plus grande labilité émotionnelle. C'est un point absolument fondamental pour les familles, pour les femmes elles-mêmes. Combien se sont entendus dire « c'est dans ta tête ». Ou tu es trop sensible, tu exagères. Cette étude vient valider un vécu, un ressenti. Elle met des données sur une réalité biologique. Tout à fait. Et ce n'est pas tout, l'étude s'est aussi penchée sur les grandes étapes de la vie hormonale. Le postpartum, la ménopause. Exactement. 70% rapportent une aggravation en postpartum. Et un chiffre impressionnant, de 97% pendant la périménopause et la ménopause. 97%. C'est la quasi-totalité. Le message clé ici, c'est que ces fluctuations ne sont pas imaginaires. Le simple fait de le savoir, de le nommer, ça permet de déculpabiliser. Et d'anticiper? Et surtout d'anticiper, oui. D'adapter le soutien. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme.
Alors, après ce tour d'horizon, essayons de traduire tout ça en implications concrètes. Pour les parents, les proches qui nous écoutent, quels sont les messages à retenir? Le premier message, le plus important, c'est d'élargir son regard. C'est-à-dire ne pas chercher que l'hyperactivité. Exactement, il faut être attentif aux signes plus subtils chez les filles. La rêverie chronique, la désorganisation, des difficultés sociales qui semblent inexplicables, une anxiété qui persiste. Le TDAH, ce n'est pas toujours l'enfant qui court sur les murs. D'accord. Deuxième point. Et si une jeune fille est déjà suivie pour de l'anxiété, mais que les difficultés de fond ne s'améliorent pas? C'est un excellent point. Si malgré un traitement bien conduit pour l'anxiété ou la dépression, les difficultés persistent, il est vraiment pertinent de se poser la question d'un TDAH sous-jacent. Il faut oser poser la question. Il faut en parler avec les médecins, oui. Et enfin, le troisième point, c'est de reconnaître et valider l'impact des cycles hormonaux. Juste en parler, ça peut aider. Ouvrir le dialogue avec sa fille sur ces fluctuations, ça peut l'aider à se sentir comprise et moins coupable. Et sur le traitement médicamenteux lui-même, y a-t-il des spécificités? Oui, et c'est important. Une revue de la littérature de Coco et ses collègues a montré que non seulement les filles reçoivent moins de prescriptions, Ce qui est logique, vu le sous-diagnostic. Hmm. mais aussi que leur réponse au traitement peut être différente. Par exemple, une même dose de méthylphénidate le matin peut perdre son efficacité plus tôt dans la journée chez une fille que chez un garçon. Ah oui, pour des raisons métaboliques, Probablement, oui. Ce qui veut dire qu'un suivi plus fin est nécessaire. il faut un dialogue très précis avec le médecin. Exactement. Et il ne suffit pas de dire ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce que les difficultés reviennent en force à 15 heures? Est-ce que les effets s'estompent trop vite? Ces détails sont cruciaux pour ajuster le traitement. En conclusion, on comprend bien que mieux connaître ses spécificités, c'est la première étape. C'est indispensable pour un diagnostic plus précoce et un accompagnement plus juste. Il ne s'agit pas juste de mettre une étiquette. Non, il s'agit de prévenir des années de souffrance, d'échecs incompris, pour permettre à ces filles et à ces femmes de déployer enfin tout leur potentiel. Nous arrivons au terme de notre exploration. Nous avons vu, je crois, que le TDAH chez les filles et les femmes a un visage différent, souvent plus discret, plus intériorisé. Fortement influencé par la biologie hormonale et trop souvent masqué par d'autres difficultés comme l'anxiété. Retenons que la vigilance face aux signes d'inattention, de désorganisation et de détresse émotionnelle est essentielle pour ne pas passer à côté du diagnostic. Un diagnostic posé à temps change une vie. Cet épisode a été produit par Stéphane Eliez pour la Fondation Pôle Autisme. Nous espérons qu'il vous apportera un éclairage utile. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH. Prenez soin de vous. À bientôt.